La PANOUS, formation des futurs conseillers citoyens pour travailler sur la charte et le règlement intérieur, ce préalable a découragé plusieurs candidats davantage motivés par l'action. Verrières-Reissac, la formation initiale a été intéressante, mais trop longue. Quant-Pau, la priorité dans le choix des actions a été de suivre les animations organisées par la maison de quartier. Ce sont des extraits de l'évaluation finale des contrats de ville du département du Tarn 2015-2022 faite par la préfecture. Je cite encore ce rapport préfectoral. Un conseil citoyen n'a pas pour vocation à se positionner comme une association de plus et doit maintenir l'ambition de libérer l'expression de ceux qui ne parlent jamais. Il faut travailler en amont pour s'interroger dès le départ sur la place d'un conseil citoyen dans la cité. Fermez les guillemets. Le conseil citoyen est la base d'un contrat de ville. De la qualité de son fonctionnement dépend la pertinence du contrat de ville. Pourtant, les conseillers citoyens albigeois continuent de rencontrer les difficultés pointées par la préfecture sur le contrat précédent. Des conseillers partent, découragés de voir refuser les projets de prévention du harcèlement scolaire, alors progressent les échecs scolaires et la violence. Je continue. Découragés aussi parce qu'engloutis par des appels à projets, programmation annuelle et autres formations à des applis numériques qui détournent leur temps et leur énergie du travail de terrain, le fameux aller vert. Le nouveau contrat que vous nous présentez est pourtant intéressant, tant sur le fond que sur la forme. Nous saluons là le travail des services sous la houlette de l'élu en charge du dossier. Le travail partenarial de remontée de terrain transparaît, notamment celle des habitants, avec le diagnostic en marchant. Cet état des lieux nous semble réaliste, il est en tout cas proche de nos propres observations. Le portage communautaire assumé, le rôle d'ensemblier des différents dispositifs contractuels, l'ouverture à des quartiers d'intérêt communautaire au-delà des seuls QPV, le renforcement du travail partenarial avec des leviers forts davantage mobilisés comme celui des clauses sociales, nous paraissent de bon augure. Qui ne pourrait être favorable aux 4 grands objectifs, enfance et famille, emploi et entrepreneuriat, cadre de vie et transition écologique, sûreté et tranquillité. Voilà pour la théorie qui nous amènera à voter pour cette délibération. Mais si la pratique ne suit pas, la théorie reste de la théorie et désespère les habitants. En tant que ville-centre, et parce que les maires détiennent un rôle central, nous pourrions décider d'une politique communautaire de cohésion sociale qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas, mais qui ont des idées et qui ont besoin de soutien et d'espoir pour leurs enfants, leurs familles et leur quartier. Nous pourrions décider d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, d'un projet alimentaire territorial sur l'agglomération, d'une politique territoriale de santé, dont l'un des outils serait un centre de santé public. Ces sujets répondent à des besoins remontés des conseils citoyens, donner toute leur chance aux enfants des QPV, vivre en paix dans son quartier, pouvoir accéder à une alimentation saine, pouvoir se soigner. Ce sont les choix que nous ferions. Dernier point, manque un budget. Quels sont les moyens humains et financiers qui seront consacrés à ce nouveau contrat de ville au vu des récentes annonces ministérielles de coupes sombres dans les budgets des politiques sociales? Les habitants des QPV et des zones à fragilité en auront bien besoin. Je suis ravie de voir qu'un contrat qui a été validé par 19 partenaires signataires a votre approbation. Je trouve que c'est une belle reconnaissance. Merci pour les 19 qui ont relu, écrit, construit, validé ce contrat. On va du préfet à Tarn Habitat, en passant par le département, la région et j'en passe, 19 partenaires.
Je note également que certains d'entre vous demandent la fin finalement de ce qu'est la ville et de ce que sont les compétences de la ville pour donner l'ensemble des compétences municipales à l'agglomération, dont acte. Nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses et c'est encore moins comme ça qu'on voit la responsabilité des élus municipaux. Alors, cette délibération porte sur une convention financière avec l'association sportive automobile d'Albi pour organiser des épreuves susceptibles de conduire la ville à payer des amendes pour non-respect du Code de la santé. Je concentrerai mes propos sur le volet financier de cette convention. Avec cette délibération et la convention jointe, nous apprenons ce que la ville va dépenser, 90 000 euros. À ce propos, je pense qu'il y a... C'est 80. Alors, quelle est la somme que du coup dépense la ville? 80. 50, 20, 10. D'accord. Ça, c'était par rapport au fonctionnement. Je crois qu'il y avait aussi une subvention d'équipement de 10 000 euros. C'est pas ça? Donc, il me semble que 80 plus oui. 10, ça doit faire 90. Oui, mais l'investissement et le fonctionnement, c'est pas pareil. D'accord. Donc la délibération porte sur quel montant? Que 80 000. Alors, je pense qu'il y a une erreur de frappe en page 2 de la Convention, puisque dans la parenthèse, on parle de 5 000 plus 85 000. Bon, ça, je vous laisse, je vous laisse voir. Donc, je reprends avec cette délibération et la Convention jointe, nous apprenons ce que la ville va dépenser, donc 80 000 euros. Mais nous ne savons rien sur la destination des recettes. Des questions donc pour le premier adjoint chargé des sports et pour l'adjoint aux finances, qui encaisse les inscriptions des participants, qui encaisse les entrées des spectateurs. Combien coûtent pour la collectivité les heures de travail d'agents pour préparer la piste, les paddocks, les loges et les remettre en état après? Nous apprenons aussi ce que la ville ne va pas gagner. Donc 128 000 euros de mise à disposition gratuite du circuit à l'association, une certaine somme non connue pour la mise à disposition gratuite de locaux sur le site du circuit pour l'association. C'est la décision de la maire numéro 71 en dernière délibération de ce conseil municipal. Donc beaucoup de flou et d'interrogations pour cette délibération. Nous demandons encore une fois et avec insistance la création d'un budget annexe pour le circuit, pour la gestion directe, transparente de cet équipement municipal. Les 80 qui sont donc proposés au vote aujourd'hui, c'est en fait une subvention d'équilibre, parce que vous imaginez bien que les événements dont il est question ont un coût bien plus élevé que 80 000 euros. Alors effectivement, il y a un certain nombre de recettes, la billetterie et autres, qui vont à l'association organisatrice, en l'occurrence l'ASA, sous couvert de la Fédération française de sport automobile, et donc elle est en quelque sorte agréée. Et le coût de ces 3 manifestations est bien plus élevé que 80 000 euros. Donc les recettes que vous avez évoquées vont à l'ASA, mais elles ne suffisent pas pour prendre en charge l'organisation des événements. Et donc c'est une subvention d'équilibre qui vous est proposée ce soir, qui vient de s'ajouter aux recettes. Donc les recettes plus la subvention d'équilibre, ça prend en charge le coût réel de l'organisation. Différent. Une régie est obligatoire dès lors qu'on a un service public à caractère industriel et commercial. Tant qu'on est en régie, quand on est en régie, oui, le budget annexe est obligatoire dès lors qu'on a un SPIC. Quand on est en régie, le budget annexe n'est absolument pas obligatoire. C'est comme si vous me disiez que pour gérer le stadium, il nous faut un budget annexe pour savoir si, quand on donne une subvention à l'éclat, elle est bien utilisée,
peut-être nous dire également qu'il faudrait un budget annexe pour le stade de Mazicou dès lors qu'on donne une subvention à une association, ou à plusieurs d'ailleurs, ou qu'on met à disposition des locaux. Donc là, on est en régie. Donc à partir du moment où on est en régie, tout est indiqué dans le budget tel que vous le votez, ou plutôt tel que vous ne le votez pas, mais en tout cas tel qu'il vous est présenté. Donc en aucun cas, nous ne sommes obligés de faire un budget annexe pour avoir une transparence d'éléments qui sont intégrés dans le budget. Alors, effectivement, vous allez encore nous dire que le budget est insincère. Je me permets quand même juste de rappeler au conseil municipal que la dernière fois que vous avez qualifié un budget d'insincère, c'est celui de l'agglomération. Sauf erreur de ma part, vous n'avez toujours pas ni saisi le préfet, ni saisi les juridictions compétentes pour faire valoir, pour aller au bout de vos, comment dirais-je, de vos allégations, qui sont graves. D'ailleurs, je crois que je vous ai écrit en ce sens-là pour vous dire que je me réserve la possibilité d'activer la protection fonctionnelle pour nos agents, puisque considérer qu'il y a un budget insincère, c'est mettre un doute très important sur les compétences et sur la manière dont nos agents ont pu rédiger le budget. Donc, je vous le redis, à partir du moment où nous sommes en régie, nous n'avons aucune obligation de créer un budget annexe, et nous ne le ferons pas puisque tout est fait de manière très transparente dans le cadre du budget général de la ville qui est soumis à votre approbation et que vous ne votez pas d'une manière générale, mais qui est soumis à votre consultation, à votre examen, à votre approbation. Tout est dans le budget, comme on le fait avec l'ensemble des associations que nous accompagnons sur des équipements publics municipaux gérés en régie directe. S'agissant... Le doute sur les compétences des agents. Je trouve très curieux cette façon de voir les choses parce que la responsabilité appartient aux élus. À preuve du contraire, je ne pense pas que ce soit les agents qui décident d'une délibération et de quelconque action au niveau d'une collectivité. Ce sont bien les élus qui sont responsables et qui demandent aux agents d'exécuter les choix politiques qui ont été faits. Je crois que vous devriez vous arrêter, vous allez très très loin là, madame. Le conseil municipal prend des décisions. Le conseil municipal est constitué d'élus. Les agents vont effectivement exécuter. Mais comment vous pouvez vous dire ça? Non, mais je le dis avec beaucoup de précision. C'est-à-dire que ce ne sont pas les agents qui sont responsables des choix et des délibérations. Donc, quand vous me retournez l'argument en disant que je mets en doute les compétences des agents, à aucun moment je ne mets en doute les compétences des agents, j'interroge les décisions des élus. Je vous confirme que les élus prennent les décisions politiques, mais en aucun cas, parce que là vous ne mettez même plus en cause leurs compétences, vous mettez en cause leur intelligence et leur intégrité. Vous êtes en train d'essayer de nous faire croire que si on leur demande de faire n'importe quoi, ils feraient n'importe quoi. Donc je vous propose qu'on arrête le débat ici. À un moment donné, je crois qu'il ne faut pas essayer d'avoir en permanence le mot de la fin, surtout quand on ne sait pas. D'accord? Donc, respectez nos agents, à défaut de respecter les élus. Respectez les agents, s'il vous plaît. Je crois que ici, en tout cas, chacun aura apprécié ce que vous venez de dire et la teneur des propos que vous venez de prononcer. L'action en faveur de la jeunesse est fondamentale et nous saluons le travail des animateurs et des animatrices dans toutes les structures d'accueil d'enfants et d'ados. C'est un travail parfois ingrat, peu valorisé et rémunéré, mais c'est une tâche très belle et importante, celle qui constitue à former la jeunesse, l'avenir de notre société. Notre collectivité doit en faire une priorité et cela passe par une revalorisation profonde des métiers en lien avec la jeunesse, sur les salaires, sur les conditions de travail et sur la formation continue. Une question qui concerne la tarification. Pourquoi ajouter une tarification minimale annuelle entre 1 et 5 euros? Je le dis parce que c'est présent dans le règlement intérieur. C'est pas cette délibération? Enfin, si vous voulez, je le redirai tout à l'heure, mais c'est dans le règlement intérieur, donc bon, c'est l'un ou l'autre, quoi. Et je peux le dire tout à l'heure, Nous nous abstiendrons sur ces deux délibérations. Je vous remercie. Donc je reprends ma question.
Donc ça concerne cette tarification minimale annuelle. C'est une tarification symbolique, vous dites, afin d'impliquer parents et jeunes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, clarifier les intentions de la majorité par rapport à cette tarification minimale? Voilà, je vous... Oui, alors effectivement, cette participation symbolique permet d'impliquer un peu plus les familles et les jeunes, et c'est surtout pour éviter que les jeunes s'engagent à venir sur une sortie, qu'au final, il y ait de l'absentéisme. Quand ils participent un petit peu, ça permet une implication un peu plus importante. C'est dans ce sens-là que... Je crois qu'effectivement, dans la vie, le tout gratuit, ça n'existe pas, et c'est une manière de responsabiliser les familles. Je pense qu'on peut noter aussi également, Madame Ménard, que dans les autres tarifs qui sont proposés, il y en a un qui est maintenu et il y en a un qui est plus avantageux pour les familles maintenant qu'il ne l'était précédemment. Donc je crois que c'est aussi un geste fort et important de la collectivité en faveur des familles et de toutes les familles. Je vous remercie. Donc d'après les informations glanées en commission, il s'agit d'une étude de 39 000 € afin d'étudier la possibilité d'installer un nouveau mapping, pérenne celui-ci, dans un lieu patrimonial. Bon, or, la délibération parle d'un dispositif en particulier sur la cathédrale Sainte-Cécile. D'où ma question, quel est l'objectif réel de cette étude? Quel site de mapping est envisagé et pour quel budget? Et par ailleurs, je précise que nous voterons contre cette délibération. Nous considérons que les frais de cette étude sont élevés et que cet argent pourrait être mieux employé à répondre à des besoins urgents des habitants et des associations. Par ailleurs, la multiplication et l'amplification des dispositifs de mapping va à rebours des nécessaires économies d'énergie à réaliser. Je vous remercie. Je ne rentrerai même pas dans ce sujet-là, tellement c'est grotesque compte tenu des technologies qui sont utilisées. Le montant de l'étude, ce n'est pas une découverte puisqu'il est inscrit dans la délibération, donc ça n'est absolument pas un secret. S'agissant du lieu sur lequel pourrait être fait ce nouveau vidéomapping, effectivement, cité épiscopale, peut-être la caté. Ceci étant, effectivement, je comprends que vous trouviez ça cher. Si quand on lance l'étude, on a déjà toutes les conclusions. Alors sur ce rapport, bon, on note que la plupart des cadres encadrants sont des hommes et que... en ce qui concerne l'égalité salariale pour la catégorie A... On vous entend mal, Madame Ibert. Vous pouvez vous approcher un peu, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci beaucoup. Vous m'entendez mieux, là? Très bien. Oui, je disais, en ce qui concerne le rapport sur l'égalité, on note, comme l'a fait remarquer Madame Paturé, que les cadres encadrants sont majoritairement des hommes et que nous avons pour la catégorie A un écart de salaire de 14%. Voilà. Le plan d'action, quant à lui, va dans le bon sens. Néanmoins, on s'étonne que la désignation d'un référent agent et d'un référent élu n'intervienne que cette année. Il faut être particulièrement bien formé pour recueillir la parole des victimes et prendre ensuite les mesures nécessaires. Qu'avez-vous prévu exactement dans ce domaine et quel budget comptez-vous mobiliser? Par ailleurs, une organisation syndicale a fait état de cas de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles et de comportements inappropriés au sein de plusieurs services. Je cite là le Tarn Libre du 15 mars. Une dizaine de cas ont été signalés à l'administration. De quoi s'agit-il et quelle réponse avez-vous apportée? Merci. Oui, concernant la situation des agents, puisque c'est une question, agents et agentes, je reviens sur une question qui a été soulevée en complément déjà au conseil d'agglomération. Elle concerne le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en décembre 2023. Cette prime ne pouvait pas être versée à deux catégories d'agents. Les agents ayant une rémunération supérieure à 39 000 € bruts annuels, ainsi que certains agents contractuels, notamment vacataires. Or, une prime exceptionnelle de 300 € a été versée aux agents dépassant les 39 000 € bruts par an. Donc manifestement, cette décision a été prise
en l'absence de toute délibération et contrevient au décret du 31 juillet 2023 qui encadre le versement de la prime pouvoir d'achat. Nous souhaitons savoir pourquoi cette décision a été prise par notre collectivité et pourquoi elle n'a fait l'objet d'aucune délibération. Dans le contexte de la publication de l'audit sur les risques psychosociaux au sein de nos deux collectivités, il nous semble que cette décision tombe très mal, alors que des signaux forts sont nécessaires en matière de transparence de l'information, de dialogue social et d'équité. Cette décision fait exactement le contraire. L'inflation n'a pas les mêmes conséquences concrètes selon le niveau de salaire. Elle est beaucoup plus difficile à supporter pour les agents ayant les salaires les plus bas. C'est cette réalité que nie explicitement cette décision. Je vous remercie. Donc je poursuivrai justement à propos de cet audit. Donc, cet audit fait suite à 2 alertes de la médecine du travail et des représentants du personnel sur le profond malaise des agents. Même si le nombre important de pages consacrées à la méthodologie tente de mettre à distance les résultats, même si ces résultats semblent banalisés, voire normalisés par le « c'est partout pareil », même si la bonne relation avec les usagers, la bonne relation à l'intérieur des équipes et la fierté de travailler dans le service public sont mis en avant légitimement, les résultats de l'audit objectivent ce profond malaise et en établissent l'origine, le management, notamment avec la récente mutualisation totale des services. Déjà, le nombre d'agents qui y ont participé est parlant. 1024 sur 1278 que comptent les 2 collectivités réunies. Les résultats, eux, sont édifiants. 73% des agents considèrent que les informations manquent et 66% ne font pas confiance à la direction et aux informations qu'elle leur donne quand elle les leur donne. 79% des agents constatent que les sous-effectifs et les difficultés d'organisation ont augmenté avec la mutualisation. 60 à 64% des agents qui ont répondu, bien sûr, considèrent qu'avec la hiérarchie, la communication n'est pas fluide et pas satisfaisante, qu'ils sont faiblement ou très faiblement écoutés, respectés, soutenus, que leur travail est faiblement ou très faiblement reconnu et valorisé, que le traitement juste et équitable entre agents est faible, voire très faible. 59% estiment que la collectivité veille faiblement à très faiblement à leur bien-être. 85% considèrent que la collectivité est faiblement à très faiblement attractive. C'est la question urgente des salaires. Malgré leurs réponses massivement critiques, très majoritairement, les agents ne remettent pas en question l'intérêt de la mutualisation dont ils ont la culture, les 2 collectivités étant, et de longue date, déjà fortement mutualisées. On comprend donc que ce n'est pas la mutualisation des services qui pose problème, mais les conditions dans lesquelles cette mutualisation totale s'est faite et surtout s'exerce désormais. Comme le dit cet audit, le mal-être est la conséquence directe de la mutualisation des emplois fonctionnels, c'est-à-dire des emplois de direction, notamment générale, liés à l'exercice de l'exécutif. Les réponses proposées par l'audit paraissent convenues, se mettre à jour des obligations légales, floues, réfléchir à, lointaines, 2025-2026, sans interrogation des choix qui ont pourtant conduit à cette décision. Or, le départ de nombreux agents, comme le malaise de ceux qui restent et qui ne cessent d'augmenter, sont bien de votre responsabilité et celle des élus de la majorité. Les attentes étaient et sont grandes. Ne pas les entendre et ne pas rectifier la direction nous semble très grave, car derrière ces chiffres, il y a des personnes. Quand on veut enterrer un problème, on crée une commission, disait Clémenceau. Ne laissez pas les agents penser qu'il en est de même avec cet audit, n'enterrez pas leurs problèmes. La réalité des agents est aujourd'hui faite de souffrance et il vous appartient d'y remédier. À Clémenceau, je vais répondre par 2 Talleyrand. Tout ce qui est démesuré est insignifiant.
je comprends que l'opposition porte des critiques. Excusez-moi, Comme vous allez je très me bien parler, je sens voudrais que un tout le monde petit vous peu- entende. Voilà. Alors, j'entends qu'il y a des difficultés. Hein. Il n'y a pas qu'à Albi, hein. Il n'y a pas qu'à la mairie d'Albi. Allez voir au Bon Sauveur, allez voir aux cliniques, allez voir à l'hôpital, allez voir dans le monde du travail. Alors, c'est assez facile aujourd'hui d'amener des critiques. Donc, je vais contextualiser. D'abord, pendant cette mandature, il y a eu 3 événements majeurs qui ont affecté la gestion des ressources humaines. C'est la Covid et l'après-Covid avec les relations au monde du travail qui ont changé, la mutualisation et l'arrivée d'un nouveau personnel de direction, puisque les 2 directeurs généraux sont partis et un nouveau directeur général unique est arrivé, et le départ progressif de l'encadrement du service RH. Alors, nous, en tant qu'élus RH, Marc Wenzal pour la collectivité, le PCI, et moi-même, nous avons souhaité et nous avons été vigilants. D'abord, à maintenir un dialogue social. Deuxièmement, à réaliser un audit RPS. Et l'audit RPS, c'est nous qui l'avons voulu, parce qu'il y avait des signaux d'alarme. Effectivement, les organisations syndicales nous demandaient de faire quelque chose. Donc nous avons décidé de faire un audit, et ce n'est pas un audit au rabais que l'on a fait, c'est un audit avec un comité de pilotage dans lequel tous les partenaires sociaux étaient là. Nous avons pris un cabinet connu, piloté par un universitaire de renom, le professeur El Alkremi, et cet audit, il a été massivement suivi. Et nous avons essayé de faire en sorte que tout le monde puisse y répondre. Et ensuite, nous avons travaillé avec Madame Klibaner, Stéphane Ouzouf, la direction générale, pour restructurer au plus vite la RH et mettre un calendrier de travail pour 2024 et 2026. Alors, je ne dis pas que tout est rose. Non, effectivement, il y a eu du retard. Ce retard, aujourd'hui, nous sommes en train de le rattraper. Nous renforçons notre politique RH au moins sur 3 thématiques. La santé de nos agents, les conditions de travail et les conditions de vie de nos agents et les parcours professionnels. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, depuis le 1er avril, tous les agents qui ont un contrat de prévoyance ont accès à un service de consultation médicale gratuite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en plus de l'accompagnement psychologique qui existe. Nous allons mettre en place d'ici le mois de septembre une cellule de signalement, de traitement et de suivi des victimes de violences et de harcèlement au travail. Ça fait partie du plan là. Un élu référent sera nommé, et cet élu, ce ne sera pas un élu RH. Un journal d'information régulière va être mis en place dans les semaines qui arrivent. Nous avons recruté un responsable de qualité de vie au travail et des conditions de travail. Ce poste est pourvu et il a en charge la mise en œuvre de l'audit RPS. Le responsable de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est également pourvu. Et nous avons tenu, Marc et moi, à ce que les réunions des groupes de travail sur les grands dossiers, c'est-à-dire le RIF7, les lignes directrices de gestion, le règlement du temps de travail, la protection sociale complémentaire, soient programmées. Alors moi j'entends qu'effectivement, il y a des choses à faire. On sait aujourd'hui que la fonction publique territoriale et la fonction publique en général est en difficulté. On sait très bien que le monde du travail est en difficulté, qu'il y a des souffrances au travail.
je peux vous dire qu'on a remonté nos manches et qu'on travaille avec les organisations syndicales, avec la direction, pour faire avancer les choses. Alors, je voudrais préciser plusieurs choses. D'abord, le rapport, ce n'est pas un bilan social. Hein, et donc, là-dessus, nous nous sommes engagés à donner des chiffres. Alors, ces chiffres, effectivement, il faut les analyser plus précisément. Qu'il y ait un rapport, un écart entre les salaires des hommes et des femmes, ça peut s'expliquer du fait de la technicité, du fait des postes occupés. Sur les signalements, nous savons aujourd'hui qu'on est en difficulté. Moi, en tant qu'élu, je n'ai eu connaissance, qui est passé entre mes mains, qu'un cas de signalement. Or, on entend des bruits, on voit des articles dans la presse, etc. Et il faut faire très attention quand on signale quand même. Ça peut être des règlements de compte, ça peut être du dénigrement. C'est pour ça que l'on a insisté à ce qu'il y ait une cellule qui sera supervisé par un élu. Ensuite, le versement de la prime, moi je ne sais pas, ça c'est technique, je ne sais pas moi y répondre et je ne pense pas que ce soit à répondre. Moi je peux vous assurer que, alors vous avez sorti des chiffres qui sortent de l'audit, mais moi je pourrais vous en sortir d'autres. Hein. Quand on vous dit santé au travail, globalement un état comparable aux chiffres nationaux. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un déficit dans le management. Et monsieur le directeur général a insisté l'autre jour auprès de l'ensemble des cadres et de nous-mêmes sur l'importance de développer le management dans cette institution. C'est sûr que nous allons y travailler. Aujourd'hui, il y a 45% des femmes dans l'encadrement. Sur les 84 encadrants des deux collectivités, il y a 45% des femmes. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique des ressources humaines. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que à la ville d'Albi, c'est le bagne, c'est pas vrai. Moi j'ai des agents que je rencontre qui sont contents, qui sont heureux de travailler. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas contents, hein, ça je ne le nie pas. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais je peux vous dire qu'on y travaille au quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Angard. 3 petits points de précision complémentaires. D'abord sur la prime. Nous avons strictement respecté le cadre du versement de la prime de pouvoir d'achat. Pour le reste, je vous invite à rester dans le cadre des prérogatives que vous confère la loi. Si vous avez un doute, je vous propose de saisir le contrôle de légalité et les agents concernés apprécieront. En tout cas, nous concernant, on est très heureux d'avoir pu verser cette prime à nos agents. C'est avant tout un acte de bonne gestion. Je voudrais aussi vous rappeler que depuis un petit moment, tout le monde cite un syndicat en expliquant qu'il est absolument exceptionnel et qu'il a été un lanceur d'alerte. Le syndicat, je ne sais pas si vous allez faire référence au même que celui que je vais vous citer ou pas vous citer, mais en tout cas, il y a un syndicat qui n'a pas souhaité participer aux commissions et au travail sur l'égalité homme-femme. Qu'un syndicat refuse de travailler sur ces éléments, ça m'étonne un petit peu, surtout quand c'est le syndicat qui va voir la presse et qui, me semble-t-il, de manière pas tout à fait déontologique, s'associe à un élu de la République pour faire de la politique. Et je crois que ça, c'est pas quelque chose qui est tout à fait dans les cordes de ce syndicat. Et j'insiste, ce même syndicat n'a pas participé à toutes les commissions de travail mises en place sur les égalités, les rapports d'égalité hommes-femmes, et surtout, au-delà de ça, sur le plan d'action qui a été mis en œuvre. Donc critiquer sans travailler, je trouve ça un petit peu gonflé. Je vais me permettre de vous dire également que je dénonce de la manière la plus ferme la politisation à outrance des sujets liés aux ressources humaines. Je dénonce l'instrumentalisation de telle ou telle difficulté, voire de tel ou tel cas individuel. C'est une faute éthique de votre part, c'est une faute juridique parce que notre conseil municipal n'est pas du tout compétent pour les apprécier. Le conseil municipal décide des grandes orientations, vote le budget. Je vous trouve d'ailleurs bien gonflé de remettre en cause la prime alors que vous n'avez pas voté le budget. Donc ce n'est pas vous qui avez attribué la prime à nos agents. Vous ne votez pas le budget, vous ne pouvez pas vous approprier les bénéfices qui sont faits avec un budget qui a été voté.
Le conseil municipal, j'insiste, décide des grandes orientations, vote le budget. Et je tiens, au nom de toute l'équipe municipale, associée à Gilbert Angard, à redire la totale confiance que nous avons en notre directrice des ressources humaines, en notre direction générale mutualisée. C'est un petit peu facile d'avoir en permanence un regard critique sur tout ce qui est fait. Notre entière et pleine confiance à notre directrice des ressources humaines. Nous savons parfaitement qu'elle va mener à bien l'ensemble des chantiers pour lesquels elle a été recrutée, pour lesquels elle structure la direction des ressources humaines. Et je tiens enfin à donner un grand coup de chapeau et un sincère remerciement à l'ensemble des 1500 agents de la ville et de l'agglomération du musée Toulouse-Lautrec et du CCAS pour le travail qu'ils font au quotidien en faveur des Albigeois, des Albigeoises, des grands Albigeois et des grandes Albigeoises. Merci sincèrement à eux. Cette délibération nous apporte des informations très intéressantes. Mais comme toutes les autres, si je puis me permettre. Sur la forme, les choses sont enfin claires. Le propriétaire est un habitant, le locataire est la CAF, la mairie d'Albi n'est que sous-locataire. Elle ne pouvait à ce titre décider de la destruction du bâtiment du centre social. Cette délibération acte donc les conclusions auquel était arrivé le collectif albigeois pour Cantepot, dont je salue ici le travail tenace et patient pour démêler les chevaux des relations entre ces trois entités sur ce dossier. Elle permet de remettre les choses dans l'ordre. La ville achète le bâtiment et dédommage la CAF. Très intéressante aussi sur le fond. Le bâtiment du centre social Halte-Garnerie de Cantepot a été entièrement rénové il y a 10 ans. Nous avons estimé ces travaux à 2,5 millions d'euros. Ils ont consisté en une mise aux normes accès handicapé avec l'installation d'un ascenseur et d'une rampe extérieure, une mise aux normes sécurité avec un escalier extérieur, une rénovation énergétique, réfection du toit et remplacement des fenêtres, et une rénovation intérieure. La justification de ces 2,5 millions d'argent public qui vont donc être jetés à la poubelle, aérer le quartier en construisant un parking et avoir une meilleure vue sur la maison de quartier. Le tout sans connaître l'avis des habitants de Cantepot et des usagers, alors qu'ils sont en demande de locaux, notamment pour des associations ou des entreprises. Avec ces 2,5 millions ajoutés aux 300 000 euros de cette délibération et au coût de la destruction estimé à 200 000 euros, nous sommes à 3 millions d'euros d'argent public. 3 millions d'euros, c'est 10 emplois pendant 10 ans. 10 emplois dans et pour le quartier, 10 emplois pour les enfants et les jeunes dans l'accompagnement scolaire et social, dans l'insertion dans la vie active. Votre choix de maire n'a pas été celui-là, nous voterons donc contre cette délibération. Je profite de cette délibération pour vous faire part au nom de la santé publique de notre fort désaccord concernant la création de nouvelles rues autour d'établissements publics recevant des enfants dans ce quartier. L'école Saint-Exupéry, la crèche Mosaïque, mais aussi la nouvelle Halte-Garnerie, située dans un environnement pourtant jusque-là protégé. Quelle cohérence! Alors qu'Albi est ville santé OMS, ville amie des enfants via l'UNICEF, que l'adjoint à la santé, le président de l'association, élu santé publique et territoire. Votre argument, les parents pourront se garer pour déposer leurs enfants. Avez-vous informé ces parents du niveau de pollution de l'air qui va être ainsi créé? Je vois que ça intéresse beaucoup les élus de la majorité qui sont très sensibles à la santé des enfants, je note. Donc je relis, avez-vous informé ces parents du niveau de pollution de l'air qui va être ainsi créé, des conséquences pour la santé de leurs enfants, notamment les allergies, l'asthme, l'eczéma, mais aussi l'obésité, les syndromes dépressifs, comme décrit dans le rapport de l'UNICEF. Quant à l'école Saint-Exupéry, 90% des enfants viennent à pied, souvent seuls. Vous allez donc créer de l'insécurité routière en plus de la pollution.
Les enfants sont à protéger de la pollution de l'air, qui les impacte beaucoup plus que les adultes, comme l'indique ce même rapport de l'UNICEF. C'est le choix municipal que nous aurions fait et c'est la priorité que nous avons. Merci. Merci beaucoup. Alors, en fait, avec vous, c'est un peu Les Misérables. Sauf que Victor Hugo avait du talent. Avec vous, vous êtes contre. Nous, on est pour. Vous effrayez, on rassure. Vous êtes contre, je ne sais plus contre quoi vous êtes contre tout en permanence et vous effrayez surtout en permanence. Nous, l'équipe municipale, ça peut vous faire rire, mais nous sommes en train de donner aux enfants, aux agents, aux familles, de toutes nouvelles conditions d'accueil dans une halte garderie totalement neuve, aux conditions thermiques et d'isolation phonique les meilleures qui soient, avec un parc arboré qui est le plus apaisé possible, avec effectivement 4 classes supplémentaires, avec 4 places supplémentaires, avec la possibilité, non pardon Madame Bentaïba, pas des classes, ni Madame Fortin, avec la possibilité pour les parents qui n'habitent pas forcément le quartier parce qu'on est assez mixité chez nous, là où vous pensez beaucoup plus ghettoisation, nous on pense ouverture, et effectivement la possibilité pour des familles de venir en voiture, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer en taxi ou se faire livrer chez soi par une voiture. Nous pensons qualité de vie, nous pensons cadre de vie, nous pensons maison de quartier rénovée, nous pensons meilleures conditions d'isolation et donc économie de fonctionnement. Nous pensons effectivement 1 million d'euros pour la nouvelle crèche de la Négrouillère. Nous pensons 2 millions d'euros pour la nouvelle maison de quartier dans laquelle les gens pourront venir pour avoir un nombre démultiplié d'activités, un nombre démultiplié de services en lien avec l'espace Pierre Astier, en lien avec la nouvelle dalle de Bonaparte, en lien avec la maison France Service, en lien avec finalement tout ce qui fait le projet en rue que vous décriez depuis de toute façon son commencement, puisque si on vous avait écouté, nous n'aurions jamais rien fait et nous aurions laissé les gens vivre dans un quartier dépassé, qui n'est peut-être pas le vôtre, effectivement, vous vous y attelez beaucoup, mais ce n'est pas le vôtre. Et depuis le début, le projet NPNRU a fait l'objet, je ne vous ai pas interrompu, donc je vous demanderai un tout petit peu de respect, même si ce n'est pas votre fort en ce moment. Je crois que depuis le début, les gens ont été sollicités, ont été associés, ont été écoutés. Nous ne sommes pas seuls quand nous faisons ce projet. Nous travaillons avec le département, nous travaillons avec la région, nous travaillons avec l'État, nous travaillons avec l'ensemble de nos partenaires. Je crois que quand vous êtes contre tout, nous sommes pour une nouvelle médiathèque qui ne soit plus une médiathèque dans une maison de quartier dont les horaires sont liés à la maison de quartier. Nous sommes pour une médiathèque qui effectivement va être ouverte sur l'extérieur, va permettre une toute autre proposition d'activités culturelles, d'activités de loisirs, d'activités pédagogiques. Quand vous effrayez tout le monde, nous essayons de rassurer les gens, quel que soit leur quartier. Nous essayons de leur dire qu'effectivement, la société n'est pas forcément la plus facile à vivre en ce moment, que le pouvoir d'achat n'est pas simple. Et pourtant, nous les rassurons en leur disant qu'on fait de notre mieux pour leur offrir le meilleur cadre de vie possible. Nous les rassurons en leur disant que certes, nous augmentons de 1 à 5 euros le fait de pouvoir bénéficier de tarifs pour les centres de loisirs, mais que c'est une demande de la CAF qui, en contrepartie, va nous donner des subventions que nous pourrons ventiler sur d'autres activités. Mais visiblement, ça, c'est trop rassurant pour vous. Partout où vous êtes contre, nous sommes pour. Partout où vous effrayez, nous rassurons. Je crois qu'effectivement, nous n'avons pas du tout la même vision sur la ville et surtout, nous n'avons pas du tout la même vision sur la notion de service public à nos concitoyens.